qui sont estimés à plus de 200 millions de dollars. Ces efforts du gouvernement doivent profiter aux acquéreurs et non aux spéculateurs. Je mets en garde le gouvernement et l'agence contre les risques spéculatifs. Aucune spéculation foncière ne sera tolérée. Je demande à l'Anguifil de veiller à l'inscription des clauses anti-spéculatives dans les contrats de vente de logement. Aucun logement acquis à travers ce programme ne fera l'objet de cession pour au moins 10 ans. J'ai mis en place un fonds de garantie hypothécaire pour protéger les familles des fonctionnaires, de même que nos hommes en uniforme, en cas de décès. Je me réjouis d'ores et déjà de la portée de cette phase initiale qui bénéficiera aux Guinéens et Guinéens sur toute l'étendue du territoire. Dans ce vaste programme de construction de logements sociaux, le président de la République, Prosper Alpha Condé, compte toucher toutes les couches sociales du pays. Quant aux maisons sociales, elles sont destinées aux autres catégories de Guinéens qui n'ont pas un salaire fixe. Ainsi, j'invite le directeur général de l'Anguifil, le ministre de l'Urbanisme et le Premier ministre à tout mettre en œuvre pour garantir la réussite de ce programme. Par ailleurs, je demande à l'équipe technique de procéder très rapidement au recensement des besoins spécifiques des agents de l'État. Nous devons distinguer les maisons abordables des maisons sociales. Les maisons abordables, c'est pour les fonctionnaires, des gens qui sont salariés. Donc, qui peuvent être remboursés par prélèvement automatique de leur salaire, selon la durée. Mais nous n'avons pas oublié les autres catégories de population, notamment de secteur informel, les petites vendeuses et autres. Donc, les maisons sociales seront faites pour ces catégories, parce qu'ils n'ont pas un salaire mensuel qui permet de rembourser. Donc, nous allons créer des conditions pour que ces personnes-là aussi puissent avoir accès à ces maisons que nous appelons sociales. Parce que quand nous disons une maison pour chaque Guinéen, il ne s'agit pas seulement d'une maison pour les fonctionnaires ou les cadres des entreprises qui ont un certain temps avant d'aller dans la retraite. Nous voulons que tous les paysans, l'artisan, la ménagère, etc. C'est ce qui est la distinction entre les maisons abordables et les maisons sociales. Nous verrons les conditions dans lesquelles ces différentes catégories peuvent avoir accès à ces maisons. Parce que nous avons dit une maison pour chaque Guinéen, nous n'avons pas dit une maison pour chaque salarié. Donc, c'est toutes les catégories de Guinéens qui sont concernées. Les jours à venir, le gouvernement procédera à la pose de la première pierre de construction de 10 000 logements pour la première phase du projet à Conakry et dans certaines villes de l'intérieur du pays. Les activités de l'Anguifil, l'agence guinéenne de financement des logements sociaux, ont été donc lancées à Conakry. Dans sa première phase, l'Anguifil ambitionne de mettre à disposition 10 000 logements, un programme du chef de l'État suivi de près par le Premier ministre chef du gouvernement. Les banques commerciales sont associées à ce programme. Adi Kamara. Dans le secteur de l'immobilier, l'offre de logement se pose en termes de défis pour le gouvernement. Conformément aux orientations du chef de l'État, une agence de financement du logement est mise en place en 2019 sous la supervision du Premier ministre chef du gouvernement. Favoriser l'acquisition d'un logement décent et à coût abordable pour les ménages est l'ambition pour tout le pays. Plus de 44 000 hectares ont été immatriculés et titrisés. Une superficie totale de 350 hectares a été mise à la disposition des promoteurs immobiliers au titre de la première phase du programme. Aussi, 15 promoteurs immobiliers ont été présélectionnés à la suite d'un appel à candidature restreint. Il a été négocié et arrêté avec chaque promoteur les plans de logement établis sur les sites concernés conformément aux normes requises sur le plan national et international. Les prix des logements ont été également arrêtés. Ils varient entre 200 millions et 500 millions de francs guinéens selon le type de logement. Pour faire rapidement des résultats,
d'importantes réformes juridiques et réglementaires sont mises en branle. Des partenaires financiers mobilisés avec une garantie de la Banque centrale. Des conditions d'accès aux logements sociaux commodes sont définies avant le démarrage de la construction. Notre pays connaît un déficit annuel de 45 000 unités de logements par an et un besoin cumulé de 500 000 logements de toutes catégories confondues. Avec un taux de croissance démographique de 3,1% et une projection de la population nationale de 12 à 23 millions en 2040. Il était impératif de propulser la stratégie de développement du secteur de l'habitat pour atteindre les objectifs de développement durable. Le mécanisme de financement mis en place par la Banque centrale de la République de Guinée en collaboration avec l'association professionnelle des banques est des plus favorables. Le taux d'intérêt ne dépasse pas 6% de prélèvement sur une période de 25 ans pour les bénéficiaires. Le financement de l'habitat en général a toujours été au cœur des préoccupations de la Banque centrale, à la fois pour répondre aux besoins des populations en termes d'accès à un toit décent et pour diversifier les produits et services offerts à la clientèle des banques. Dans cette dynamique, la Banque centrale a participé depuis 1997 à plusieurs initiatives visant à mettre en place un mécanisme spécifique de financement de l'habitat en Guinée. Ma satisfaction est d'autant plus grande que c'est sous le leadership et sous l'impulsion du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, que ce double objectif est en passe d'être atteint aujourd'hui. C'est en juillet 2018 que M. le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassori Fofana, a invité l'APB à une réflexion sur les modalités et conditions de financement des logements sociaux par le secteur bancaire guinéen. À la suite de cet appel, notre association s'est immédiatement mise à la tâche pour fixer dans un document des dispositions particulières de financement de ce secteur vital et prioritaire pour votre gouvernement, conformément aux recommandations de M. le Premier ministre, à savoir un taux d'intérêt, un taux de sortie de 6% maximum, un mécanisme de refinancement des prêts auprès de la Banque centrale, la mise en place d'un fonds de garantie en vue d'assurer le bon dénouement des crédits et, troisièmement, la sécurisation foncière par la mise en place d'un mécanisme d'immatriculation de tous les terrains concernés au niveau de la conservation foncière. Ce programme présidentiel de construction va faciliter l'accès à la propriété immobilière en faveur des fonctionnaires d'une certaine catégorie sociale pour la première phase de 10 000 logements. Monsieur le Président, vous avez stabilisé l'économie guinéenne. Encore une fois, sans cette stabilisation, il n'est pas possible d'entreprendre des programmes comme celui-là. C'est le socle du développement. Ceci fait, nous en sommes dans la possibilité, après avoir désendetté le pays à travers le programme PPT, des endettements qui donnent une marge d'action, nous sommes en mesure d'entreprendre des programmes sociaux parce qu'ils doivent être soutenus par le budget de l'État. Pourquoi peut-on trouver aujourd'hui, ou pourrait-on trouver dans le cadre de ce programme, des logements à 200 millions au plus à 500 millions? C'est parce que derrière, vous avez voulu que le budget de l'État s'occupe de la viabilisation des terrains, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Ce n'est pas les acquéreurs qui vont le financer, c'est l'État qui le finance. Vous avez voulu que l'État donne des terrains dans des conditions quasi gratuites aux promoteurs de manière à garantir un niveau de coût de logement abordable
pour les usagers. Ce projet ambitieux du gouvernement démarre à Conakry ainsi que dans les capitales régionales de Kindia, Mamou, Kankan et Zérékouri. Une mission a déjà ciblé les domaines de construction. Le plan de redressement du secteur de l'électricité se poursuit, élaboré et adopté par le gouvernement guinéen en 2012. Ce plan vise à rendre le secteur performant et durable au service des populations. Des spécialistes tunisiens venus appuyer la direction de EDG de la mise en œuvre de ce plan stratégique ont échangé avec la ministre de l'Énergie. Nabi Kamara revient sur les temps forts de cet entretien. C'est une mission d'assistance technique de la Société tunisienne d'électricité et du gaz en séjour dans notre pays qui a été reçu par la ministre de l'Énergie. Les experts de cette firme spécialisée en gestion et administration des sociétés d'électricité sont chargés de fournir un appui à la nouvelle équipe de direction de EDG afin de permettre à cet établissement public de poursuivre la mise en œuvre de son plan de redressement. Il y a les experts qui sont de la STEG, de la Société tunisienne d'électricité et du gaz de la Tunisie, qui sont venus ici et mobilisés pour accompagner et assister leurs homologues à EDG dans le domaine du transport, de la distribution, des finances et du commercial aussi, et même ressources humaines. Je pense que nous allons travailler avec EDG pour améliorer l'impact sur l'électricité de la Guinée. Parce qu'avec 1000 MW de la Guinée qui va bientôt, je pense que nous allons avoir un grand impact sur ça pour les performances des courants en Guinée. Le plan de redressement du secteur de l'électricité en Guinée a été élaboré et adopté par le gouvernement guinéen en 2012. Une vision qui passe par la réalisation d'un programme d'investissement de grande ampleur sur financement de plusieurs bailleurs de fonds. C'est une entreprise qui a beaucoup de potentiel, mais qui doit se développer. Nous avons une équipe guinéenne en place qui est déjà recrutée et qui a besoin d'être renforcée afin que l'entreprise puisse atteindre ses objectifs. Parmi les défis auxquels est confronté EDG, on peut citer l'accroissement du taux d'accès à l'électricité, la fourniture d'un service électrique de qualité. L'autre image de l'actualité nationale, élection présidentielle du 18 octobre, la distribution des cartes d'électeurs se poursuit dans le pays. À Fria, l'opération suscite de l'engouement. Les citoyens sont massivement mobilisés pour retirer leurs cartes d'électeurs. Moussa Bangoura signe le reportage. Fria, la cité de la Lumune, à l'instar des autres villes du pays, a entamé les opérations de distribution des cartes d'électeurs. Ici, dans la sous-préfecture de Tormelin, ils sont nombreux, ces citoyens qui viennent retirer leurs cartes sous la supervision des délégués de la CENI. L'opération prend un mois selon la loi, donc du 19 au 17 octobre. Mais la loi dit que ça peut continuer jusqu'au jour du scrutin. Donc jusqu'au jour de l'élection même, la distribution des cartes d'électeurs va continuer. Les autorités préfectorales étaient sur les lieux. Pour l'occasion, elles invitent la population au respect des consignes données par la commission de supervision afin de faciliter le travail. Je demande à ce que tout le monde parte chercher sa carte d'électeur pour voter le 18 octobre 2020 au niveau de sa circonscription électorale. Et nous sommes les administrateurs territoriaux. Nous devrons travailler en synergie avec la CENI. Nous venons les apporter notre coup de main, notre soutien pour que la population soit sensibilisée et que les gens viennent retirer leur carte d'électeur. Fria a un total d'électeurs de 48 675. Ces opérations de distribution des cartes d'électeurs vont se poursuivre jusqu'au 18 octobre 2020, jour du scrutin. En ce jour de travail dans la région forestière, le président de l'Assemblée nationale sensibilise les populations sur la non-violence, accompagné par les députés de la région honorable. Amadou Damaro Kamara invite les jeunes à renforcer la cohésion sociale. À Kissidougou, tout comme à Gekedou, les mêmes messages sont véhiculés. Ablaye Diallo sur les pas du président de l'Assemblée nationale. Au cours de son séjour dans la ville de Kissikaba Keita, le président de l'Assemblée nationale confère avec les sages, les jeunes et les responsables communaux et administratifs de Kissidougou. Au menu des échanges, le renforcement de la cohésion sociale et la promotion de l'unité nationale.
condition indispensable pour le développement socio-économique de notre pays. Le vivre ensemble à Kisidou est réel. C'est une valeur qu'il faut préserver. Le respect mutuel des uns et des autres pour ce que chacun est. Ce que je ne cesse de dire surtout aux jeunes. Ça a existé il y a 60 ans. Le maire de Kisidou était un Thomas, Ansana Biawogi. Le premier député de la Guinée, Yassine Diallo, c'est à Kisidou. C'est Mambasano qui l'a amené. Il dit, viens, on va faire une liste, on va participer aux élections. Sékou Touré de Sankara était le maire de Kaloum. Loi Fassou René Le Guerzé était pendant 27 ans l'élu de Kérouané entièrement mandingue. Toumane Sangaré, c'était l'élu de Guékédou. Permanent. Il est de Biakrou, là, le Kanga. Ça veut dire que ce n'est pas nouveau. C'est notre génération qui a échoué. Pourtant, ces pères de la nation qui nous ont amenés à l'indépendance, ce n'étaient pas des universitaires. C'est eux qui ont battu le colon dans son propre cadre juridique pour nous donner l'indépendance en éveillant la conscience du Guinéen. Cette initiative intervient à quelques jours de l'organisation de l'élection présidentielle prévue le 18 octobre prochain. Avec cette campagne de sensibilisation, l'honorable Amadou Damaro Camara affiche l'ambition de voir cette consultation tant attendue par les Guinéens se dérouler dans la paix durant tout le processus électoral. L'avenir appartient à Dieu, mais le devenir est en fonction des actes que nous posons aujourd'hui. Par conséquent, je vous invite, vous, les leaders d'opinion, à cultiver cette entente. Même dans l'empire médiéval mandingue, on ne prenait pas quelqu'un par son nom, mais on donnait à qui pouvait le faire, au meilleur d'entre eux. Ça, c'est l'aspect social qui facilite, qui est le terreau du développement politique. Tout comme Kissidougou, à Guékédou également, les mêmes messages d'unité et de paix sont véhiculés par le président du Parlement guinéen, accompagné par tous les députés de la région forestière. La délégation parlementaire a ensuite profité pour visiter quelques actions en cours de réalisation financées par l'exécutif à sa tête, le professeur Alpha Condé. Il s'agit par exemple de la construction de la grande mosquée de Guékédou et celle de la paroisse Saint-Louis de Kissidougou. La campagne électorale s'intensifie sur le terrain et sur les antennes de la RTG. Contexte Covid oblige. Les risques d'infection inquiètent les autorités sanitaires. Ce lundi, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire a échangé avec les délégués de la commission santé des partis politiques en lice. L'objectif est de veiller au respect strict des mesures sanitaires pendant les meetings et autres regroupements. Mamadi Ternakamisoko, reportage. La campagne électorale est la période des grands rassemblements un peu partout dans le pays. Avec la présence de la pandémie du coronavirus, il faut inclure cette nouvelle donne dans les agendas des 12 partis politiques candidats au compte de la présidentielle du 18 octobre. Pour minimiser les risques de contamination du reste élevé, un cadre de concertation et d'action est désormais créé. Il comprend l'équipe de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et les commissions santé des formations politiques en cours. L'objectif est de veiller à l'application des barrières sanitaires lors des meetings et autres manifestations politiques. On a voulu qu'il y ait un contact fréquent entre nous et les différents partis politiques engagés dans les élections pour que nous puissions veiller ensemble au respect des mesures barrières lors des rassemblements. Deuxièmement, c'était pour leur dire les craintes que nous avons par rapport à la tenue des réunions et des mouvements de masse dans les lieux clos et les lieux ouverts. Et aussi les mesures d'accompagnement sur le plan mesures de barrières sanitaires, ce qu'ils devaient prendre.
Et le quatrième point, c'était pour qu'on les informe sur les messages de sensibilisation et les messages sur lesquels ils pouvaient nous aider pour que les gens qui sont déjà porteurs de signes évocateurs de la Covid puissent être référés dans nos formations sanitaires et dans les différents lieux de notre pyramide sanitaire. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des tests rapides disponibles dans toutes les préfectures du pays et que les gens pouvaient bénéficier de ce service de connaître leur statut de façon gratuite. Comme gage de bonne foi, l'ANSS vient de mobiliser 1 200 000 masques recyclables, soit 100 000 masques par parti politique. Mieux, des rencontres hebdomadaires sont annoncées tout au long de la période de campagne. Des équipes médicales seront en constante alerte pour gérer d'éventuels cas de maladies liés au Covid-19. Un engagement qui rassure les délégués des différents candidats. Je crois qu'à partir de là, avec l'assistance que l'ANS apporte, n'est-ce pas, aux partis politiques, je crois que nous pourrons à coup sûr, n'est-ce pas, contrecarrer la propagation de cette maladie dans les différents meetings et de campagne. Et je suis sûr que nous qui avons assisté à cette rencontre, nous transmettrons fidèlement à nos leaders, à nos partis politiques, à nos militants, pour que ces mesures de barrière soient vraiment respectées à tous les niveaux. Nous sommes très contents et honorés de participer à cette rencontre dans la mesure où ça y va de l'intérêt de tout le monde. Parce que la santé publique, ce n'est pas la santé d'une personne, c'est la santé de l'ensemble des populations guinéennes pour lesquelles nous nous battons nuit et jour pour leur bien-être. Ce cadre est mis en place sur recommandation du comité interministériel à l'ANSS. Le taux de positivité au Covid-19 dans le pays est de moins 2% actuellement. Le pari est désormais de maintenir cette bonne tendance en dépit de l'ambiance électorale. Un nouveau cadre de concertation entre les jeunes vient d'être mis en place. L'initiative est du mouvement Jeunesse Consciente. C'est le premier élément des nouvelles nationales traitées sous forme de télégramme à l'image, signé Bakary Bambakonde. Pour lutter contre le coronavirus, les femmes décident d'accompagner l'État guinéen. Il s'agit du réseau des femmes de l'intercentrale CNTG-USTG. Elles sensibilisent les populations et distribuent des kits sanitaires dans les ménages et lieux publics de Kaloum afin de lutter rapidement et efficacement contre la pandémie du siècle. Ce qu'on est en train de faire ici aujourd'hui, les autres le font dans la sous-région. C'est un programme qui s'étend jusqu'en décembre. Vous allez constater que même dans les pays européens, la maladie a repris. Donc on ne doit pas baisser les bras, on ne doit pas baisser la garde. Les femmes à l'honneur. L'ONG La Guinéenne de demain vient de le prouver. Cette organisation non gouvernementale a décerné des satisfecits aux femmes modèles, celles qui se sont illustrées dans leur domaine d'activité ces derniers temps, entre autres la saponification, la teinture ou encore le commerce. Une façon d'encourager cette couche pour assurer l'équité du genre dans le travail. L'ONG La Guinéenne de demain est une ONG créée en 2019 par des femmes émergentes. Nous partons sur le terrain. Nous essayons de faire des enquêtes d'abord avant d'élaborer un projet. On part voir la population de base. On fait des enquêtes avec ceux-ci pour pouvoir acquérir des vraies informations. 5 mois après son décès, les proches de Sékou Kourouma se souviennent de l'homme. Ils veulent l'immortaliser par la reconnaissance de ses œuvres. Lors de ce symposium à la Maison de la Presse, les collaborateurs et amis rappellent les bienfaits de l'ex-ministre secrétaire général du gouvernement. C'est un monsieur qui a aimé son pays. C'est un monsieur qui a aimé son village. C'est un monsieur qui a aimé Kouroussa. Sékou Kourouma, s'il y a la formation, le ministre Kourouma, il donnait toujours de l'opportunité. Dans la cité aurifère de Sigiring, un opérateur économique vole au secours des populations. Barou Koulibaly vient d'offrir à la préfecture un camion sapeur-pompier de 10 000 litres d'eau pour lutter contre tout éventuel incendie et un autobus de 115 places assises au Mandin Football Club. Ça a été une initiative personnelle. J'avais déjà un programme préétabli. Mais comme ce programme a coïncidé avec d'autres problèmes, on a essayé de la joindre pour essayer de faire d'une pierre deux coups, c'est tout.
À Yimbaya Faban, dans la commune de Matoto, un autre opérateur économique s'engage aux côtés des populations. Et l'âge Doumbouya a mobilisé la jeunesse du quartier pour assainir leur localité. Objectif, lutter contre toutes les maladies liées à l'insalubrité, surtout en cette saison pluvieuse. Mais minimum, l'effort qui doit l'accompagner, c'est pour pouvoir réunir les jeunesses. Et réellement qu'on s'entend sur un groupement qui s'annonce le nom La Guinée avant tout. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.